nous voilà de retour pour cette troisième table ronde. Alors, en introduction, avant de vous présenter ces messieurs qui nous ont rejoints, juste un petit repère. On vient de parler de beaucoup des grandes entreprises. Quand on parle de grandes entreprises chez Maestrium, on parle en général plutôt des clients. Toutes ces informations et cette revue, ce questionnement qui a été traité brillamment juste avant, s'adresse principalement à nos clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une population quand même présente et des participants qui sont pour beaucoup des managers de transition, donc qui ont leur propre structure, alors plutôt des petites entreprises, voire des toutes petites entreprises. Mais ces managers prestent agissent au sein des grandes entreprises. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir cet angle de vue où on s'adresse à nos clients, mais on s'adresse aussi là où les managers réalisent leur mission. Donc, on va parler beaucoup plus maintenant des petites entreprises. Alors, je vais parler de petites entreprises, je ne vais pas à chaque fois citer TPE, PME, ça sera quand même beaucoup plus simple. Alors, pour aborder ce sujet-là, nous gardons avec nous Alexandra Adélaïde qui nous apportera une vision encore une fois un peu réglementaire, juridique et risque tout à l'heure. Et puis, nous accueillons Théo Nedelec, qui est responsable des partenariats de l'éditeur Time, et Laurent Laforgue, responsable des partenariats du cabinet d'expertise comptable Number. Merci messieurs de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Le sujet, c'est de voir où en sont les petites entreprises sur ce sujet de la facturation électronique. Un ou deux chiffres avant de vous passer la parole, messieurs. Je reviens aux managers de transition. 60% des managers de transition ont leur propre structure. SAS, SASU et SARL en général, ça représente 90%. Donc une majorité importante, quasiment les 2/3. Mais quand on pose la question à ces personnes-là, il y en a plus d'un tiers qui aujourd'hui n'ont même pas regardé le sujet de la facturation électronique ou estiment qu'ils vont avoir besoin d'énormément d'accompagnement, d'éclairage. Donc, on va participer aujourd'hui à cet éclairage pour probablement un certain nombre d'entre eux. Donc, alors, où en sont-elles ces entreprises face à la facture électronique qui arrive à grands pas? Ces entreprises, elles ont du mal à s'y mettre. On estime aujourd'hui que 50% des petites entreprises, je ne parle pas uniquement des managers de transition, mais ils en font partie, n'auront pas choisi de plateforme agréée au 1er septembre 2026. Et ça, c'est dû à un manque d'accompagnement, pas uniquement forcément des cabinets d'expertise comptable, mais c'est un manque d'information sur cette réforme. Et c'est pour ça que les éditeurs de logiciels, les plateformes agréées ou les cabinets d'expertise comptable sont des vrais relais pour cette réforme. Et il faut plutôt se référer à eux quand on a des questions. Et c'est surtout maintenant qu'il faut s'en occuper. Ce ne sera pas au 1er septembre, au moment où ça va être un problème. C'est vraiment maintenant le moment de s'y intéresser et de se mettre en conformité pour choisir la bonne solution, celle qui nous convient, pas forcément celle qui est la moins chère. D'accord. Côté Number, la position aujourd'hui? Oui, alors on a une stat. Nous, à date, on a à peu près 55% de nos clients qui ont choisi Time, donc notre partenaire privilégié sur la partie facturation électronique. Et c'est un gros sujet, nous, auprès de nos clients, qu'on amène depuis déjà quelques mois sur des formats pédagogiques, de webinaires, d'ateliers présentiels, de newsletters explicatives. Et très vraisemblablement, on devra appeler les clients qui n'auront pas choisi leur facturation électronique. Donc, ça va nous prendre un peu de temps sur le plan opérationnel, mais c'est du temps qu'on doit passer à aborder ce sujet avec nos clients, parce que c'est essentiel pour nous. Il y a des enjeux stratégiques à ce que nos clients passent par Time pour leur plateforme agréée. D'accord. Donc, vous êtes en fait ensemble très proactifs. Exactement. Parce que naturellement, ces entrepreneurs-là ne sont pas engagés de façon significative dans le processus. Non, ça reste un sujet qu'on peut voir comme complexe depuis l'extérieur. Donc, nos clients, comme sur les sujets de fiscalité qu'on leur adresse au quotidien, c'est plutôt des sujets qu'ils ne veulent pas aborder. Donc, on est nous dans la position du cabinet d'expertise comptable
à aborder ces sujets-là, parce que sans ça, oui, c'est des sujets qui ne sont pas évidents pour s'y confronter. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec l'intervention de Fabrice Abadi sur la partie technique. Ça pourrait en effet, quand on a une petite entreprise, se dire mais qu'est-ce que tout ça? Je ne connais pas, parce que ce ne sont pas forcément des processus qui sont connus et nécessaires. Mais pour autant, ça pose clairement le débat. Alors, rentrons encore plus dans le concret pour ces acteurs, parce que c'est ça qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Quelles sont les actions, et je m'adresse toujours à vous deux, quelles sont les actions que ces entrepreneurs, ces petites entreprises doivent mener impérativement aujourd'hui, demain et dans les 2 mois qui viennent ou les 3 mois qui viennent avec cette échéance du 1er septembre 2026? Chez Time, en tout cas, on estime que la première chose à faire, c'est de s'informer sur cette réforme, comprendre ses impacts, comprendre pourquoi elle est mise en place, pour en fait, finalement, ne pas la voir comme une charge, mais y voir les opportunités qu'on va avoir. La chose qu'il va falloir faire avant le 1er septembre, ou en tout cas quand on sera au 1er septembre, c'est de désigner une plateforme agréée pour la réception de ces factures. Parce que pour les petites entreprises et pour les managers de transition, il faut revoir les dates, mais au 1er septembre 2026, on sera dans l'obligation de réception de la facturation électronique. Pour l'émission, on va pouvoir attendre le 1er septembre 2027, donc ils vont pouvoir continuer à facturer comme ils le font pour être conformes à leur rythme. Et une fois qu'on a compris qu'il va falloir qu'on désigne une plateforme agréée, il va falloir se renseigner sur les outils qu'on utilise aujourd'hui, est-ce qu'ils sont conformes en fait. Alors justement, je vais reprendre un petit peu le sujet, quelques chiffres, quelques réalités qui sortent de l'étude que nous venons de mener chez Maestrium. Aujourd'hui, 37% des répondants nous disent encore émettre leurs factures sous Excel ou sous Word. Alors certes, ce sont des outils informatiques, mais on est loin de la facture électronique. On a également uniquement 25% des répondants qui font traiter leurs notes de frais par leur expert comptable. Donc, ça veut dire qu'ils gèrent eux-mêmes leurs notes de frais. On peut imaginer que les outils que j'évoquais juste avant étaient très utilisés. Donc, face à cette situation, quels outils aujourd'hui, quels sont les outils et comment évoluent les outils que vous proposez aujourd'hui à ces acteurs-là, ces clients ou futurs clients? Oui, alors nous, on a ce fameux partenariat privilégié avec Time, ce qui fait que nos clients passent par les applications aussi bien de facturation, mais des applications de gestion qui leur permettent de suivre notamment leurs notes de frais avec des fonctionnalités qui leur font gagner énormément de temps, la possibilité de prendre en photo leur justificatif pour donner une valeur probante au justif papier. Donc, en cas de perte du justificatif, la photo fera foi s'il y a contrôle fiscal, la possibilité d'avoir un suivi comme ça détaillé de toutes les avances faites pour sa société. S'ils ont leur compte bancaire chez Time, il y a des virements préparamétrés avec le montant dû à la société pour le chef d'entreprise. Donc, nous, c'est déjà des éléments qu'on a solutionnés, disons, grâce à l'utilisation de Time pour nos clients. Et sur la plateforme agréée facturation électronique, pareil, on s'appuie énormément sur les avancées de l'outil. Il faut savoir que Time est sur le créneau depuis 15 ans maintenant. Donc, ça fait partie des entreprises pionnières du domaine. Donc là, ce mouvement vers la facturation électronique, au final, alors ça demande beaucoup d'investissement. Je parle pour toi, Théo, mais ça a demandé beaucoup d'investissement pour Time. Mais voilà, les équipes sont dans ce mouvement-là depuis des années. Et nos clients sont habitués aussi à l'utilisation de l'outil de facturation. Donc, voilà, pour nos clients, on pense que ça sera plutôt indolore ce changement, parce qu'on fait confiance à Time qui a l'habitude de ces sujets-là et qui a pris beaucoup d'avance dans la mise en place de la réforme. Donc, vous êtes dans une logique d'intégration, simplification pour vos clients? Il y a un réel objectif, en tout cas chez Time, de vouloir un outil tout en un pour que les managers de transition et même les entrepreneurs n'aient pas à voir le compte bancaire à droite, le comptable à gauche, l'outil de facturation encore à côté. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vue 360. Et du coup, avec Time et le partenariat qu'on a typiquement avec Number, vous pouvez avoir votre expert comptable qui est connecté à votre outil.
Donc, tout ce que vous faites sur votre outil, votre expert comptable y a accès, il peut faire la comptabilité en temps réel, si jamais vous déposez tout, mais vous avez la possibilité aussi d'avoir votre compte professionnel, donc d'avoir un compte qu'on dit de type bancaire, donc sur le même outil, et donc de payer plus rapidement les factures d'achat que vous recevrez. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir une assurance professionnelle. Et donc, tout ça, c'est vraiment une vision 360 pour faciliter la vie de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a pu aller chercher à droite, à gauche pour avoir tout le panel de fonctionnalités, de besoins qu'il a. Il va tout avoir dans un seul outil avec l'expert comptable. L'expert comptable qui, évidemment, utilise les outils et donc va aussi plus vite pour faire sa comptabilité et donc pour le conseiller. Très bien. Merci. On voit que le timing est serré. Les enjeux sont quand même pour pouvoir réceptionner une facture électronique, il va falloir être opérationnel au 1er septembre avec ce choix de plateforme et potentiellement un choix d'outils de gestion de ces notes de frais qui peut être en main si on rejoint le partenariat que vous avez. Mais quels autres enjeux ont ces entrepreneurs avec le passage en facture électronique? Et là, mesdames, peut-être que vous allez pouvoir éclairer ou rééclairer ce que vous avez déjà un petit peu effleuré tout à l'heure. Il y a probablement des enjeux. Alors, on parle de comptabilité, on parle potentiellement de trésorerie. Tout à l'heure, on a parlé de délai de règlement avec les grandes entreprises. Ça peut être quelque chose qui soit un petit peu complexe dans les mois qui viennent. Fiscalement, il peut y avoir aussi des enjeux. On a vu qu'on pouvait, d'un point de vue réglementaire, avoir peut-être des sanctions. Donc, pour les petites entreprises, est-ce que les enjeux sont les mêmes que les grandes ou est-ce qu'ils sont un petit peu différents ou un petit peu différés, puisqu'on parle de 2 dates différentes? Alors, déjà, d'un point de vue fiscal, j'ai envie de dire que la réforme va s'appliquer de la même manière que ce soit pour une petite entreprise ou une grande entreprise, avec juste cette notion de décalage dans le temps pour les petites entreprises, en tout cas pour leur flux sortant. Mmh. Après, les sanctions seront les mêmes, c'est-à-dire que si jamais la société, le petit entrepreneur n'a pas choisi sa plateforme en septembre, il peut avoir des pénalités parce qu'il n'a pas choisi de plateforme et il n'est pas en capacité de recevoir de factures des grandes entreprises qui, elles, sont conformes dès septembre 2026. Après, l'autre chose que je peux voir aussi d'un point de vue fiscal, c'est que si jamais on parle de très petites entreprises, en tout cas, potentiellement, ce sont des sociétés qui vont être en franchise de TVA. Mmh. Donc, elles n'ont pas d'obligation de collecter de la TVA, elles n'ont pas non plus le droit de déduire. Ces entreprises-là, ce n'est pas parce qu'elles sont en franchise de TVA qu'elles n'ont pas d'obligation de se conformer à la réforme. Elles restent quand même des personnes qui sont considérées assujetties à la TVA, donc elles doivent se conformer. Et c'est là où aussi je vois l'autre conséquence, c'est que pour ces entreprises-là qui sont pour le moment en franchise de TVA, étant donné qu'il y a quand même des informations sur leurs données qui vont être fournies à l'administration fiscale, l'administration se rendra compte également à quel moment elle va passer le seuil et devra se conformer aussi d'un point de vue TVA. Donc, c'est plutôt ces impacts-là, mais après, sur la mise en œuvre, pour elle, en tout cas à partir de septembre 2027, ce sera les mêmes données sur facture que pour les grandes entreprises, les mêmes exigences et les mêmes sanctions, les mêmes pénalités qu'une grande entreprise. Important pour ces acteurs-là qui, pour beaucoup, ont parfois pensé que, en effet, même ceux qui étaient exonérés de TVA, je ne suis pas dans la TVA, donc je ne suis pas concerné ici. Je suis aussi concerné, différemment peut-être, mais je suis concerné de toute façon. Comment vous les sensibilisez, vous, justement, ces très petites entreprises ou ces petites entreprises que vous avez peut-être dans vos clients et qui se pensent, qui se croient exonérés de toute action? Oui, j'en ai parlé déjà tout à l'heure auprès de nos clients. Nous, c'est beaucoup de modèles d'ateliers, de webinaires, de newsletters, de calls explicatifs de la part de nos conseillers. Et on intervient aussi auprès de nos partenaires. Voilà, on témoigne de notre présence ce matin auprès de vous, mais on a également des partenaires plus institutionnels comme des France Travail, les centres APEC, des chambres de commerce et d'industrie. Donc, on se retrouve très souvent avec quelqu'un de la DGFiP et nous ou quelqu'un de chez Time pour faire de la prévention sur le sujet. D'accord, très bien. Le choix aujourd'hui, alors vous proposez un certain nombre de sujets, mais le choix de la plateforme électronique, donc, qui est une obligation pour pouvoir réceptionner les factures électroniques, et notamment des grands acteurs.
beaucoup d'entreprises ont des factures de téléphone, des factures d'énergie. Ce sont des grandes entreprises qui vont produire de la facture électronique. Le choix de la plateforme, qu'est-ce qui va sur le marché aujourd'hui les aider? Alors, vous êtes là pour présenter votre offre, mais qu'est-ce qui va les aider? Qu'est-ce qui leur permet, si vous deviez leur donner un conseil demain, c'est aller vers qui pour être conseillé? Alors, aller vers qui? C'est une très bonne question. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est de savoir quelle plateforme, et c'est un peu ce que j'avais commencé à dire au début, mais c'est de s'interroger sur quelle plateforme me permet d'être conforme à quelle manière et est-ce qu'elle est surtout adaptée à ce que je veux en faire et à mon activité. Donc, pour ça, il faut se renseigner. Je n'ai pas quelqu'un en particulier à vous conseiller. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, d'aller faire peut-être les webinaires ou d'aller juste lire les offres sur les sites Internet, que ce soit Penny Lane qui était là avant, Time. Je ne suis pas là pour vous dire il faut prendre Time, même si ça m'arrangerait bien. Mais je suis là pour vous dire c'est important que les managers de transition se renseignent sur le sujet et choisissent la plateforme qui va leur convenir pour le mieux et qu'ils puissent la tester en amont. Et quel type de critères ils doivent relever ou identifier dans leur activité qui va les aider à trouver une voie pour s'informer? Je pense que c'est assez propre à chacun. En fait, par exemple, chez Time, on propose un outil très simple, intuitif, où il n'y a pas vraiment besoin de se former sur un outil. Il va y avoir des outils plus complexes et ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Donc, il faut regarder les fonctionnalités de l'outil. Est-ce qu'ils vont répondre à tous les critères que vous avez mis en place pour votre société ou est-ce que vous avez besoin peut-être d'une certaine fonctionnalité qu'il ne va pas y avoir chez Time, mais qu'il y aura peut-être chez Penny Lane ou chez un autre acteur sur le marché? Donc, possibilité de choisir plusieurs plateformes? Alors, il n'y a pas la possibilité de choisir plusieurs plateformes en réception. Ce sera une seule plateforme de réception. Cependant, en émission, vous pourrez avoir autant de plateformes que vous souhaitez. Par contre, ça va être une perte de temps pour vous parce que si jamais vous faites de la facture sur plusieurs plateformes agréées, il va bien falloir que vous remontiez tout dans une seule plateforme agréée pour faire le e-reporting. D'accord. Important, important. Et alors, cette étape-là est un petit peu plus lointaine pour le choix de l'émission, mais vous conseillez quand même de pouvoir regrouper l'ensemble des flux sur une seule plateforme. Oui, tout à fait. En fait, ça va être quelque chose qui va vous permettre, pour votre gestion, même pour vous, de passer par un seul outil plutôt que 3 outils pour facturer. Ça sera plus simple parce que ça fait qu'un seul flux sortant, pardon, et qu'un seul flux entrant, c'est une seule plateforme. Comme ça, on n'a pas de problème de dire « Ah, mais quelle facture j'ai fait sur quelle plateforme ?» Oui. Ça va vraiment être un gain de temps d'avoir tout sur un seul outil. Très bien. Mais bon, dans un premier temps, il faut se renseigner. Exactement. Il faut écouter. Sachant que si je peux rajouter quelque chose, je Oui. sais qu'il y a certaines études qui ont justement été faites, qui ont interrogé les plateformes pour un peu leur demander est-ce qu'elles se spécialisent plutôt grandes entreprises ou plutôt petites entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir ce type d'études-là pour au moins cibler certaines plateformes qui sont vraiment pour les petites entreprises et pas aller se renseigner auprès de plateformes qui vont vraiment gérer que des grands groupes ou des grosses sociétés qui seront du coup forcément pas adaptées à des petites entreprises. Donc, c'est un premier filtre qui est utile. Exactement. Ça permet d'éviter de se disperser. C'est ça. Très bien. On a évoqué tout à l'heure, alors plutôt côté grandes entreprises, les impacts d'organisation que ça pouvait générer. On a parlé beaucoup des systèmes d'information. Alors, dans les petites entreprises, le sujet est peut-être un petit peu moindre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi également un sujet de choix d'arbitrage pour ces entrepreneurs, de dire je confie tout à un seul acteur, je confie une partie et j'en garde une partie pour moi. Je confie une partie, mais je donne aussi une autre partie à mon expert comptable. Est-ce que ça va être quelque chose dont vous entendez parler chez vos clients, justement, de la réflexion de changer un petit peu leur façon de travailler d'aujourd'hui, on va dire, et d'aller un peu plus vers de la prestation 100% ou de garder une partie? On voit qu'une partie des petites entreprises, et on parle notamment de ceux et celles qui font du management de transition, gèrent leur facture de frais tout seul ou presque tout seul. Est-ce que ça ne va pas les faire bouger un petit peu vers des organisations différentes? Alors, pour parler des client numbers, nous, on essaie d'uniformiser la façon de travailler la comptabilité de nos clients et d'en faire un maximum possible pour eux.
Donc, c'est pour ça qu'on leur demande de passer par Time déjà pour leurs factures, pour leur suivi de notes de frais. Donc, pour nos clients, en tout cas, il n'y aura pas un grand changement structurel dans leur façon de faire parce que voilà, ils ont déjà pris le pli. Mais par contre, pour d'autres qui n'ont pas d'expert comptable ou qui ont d'autres façons de travailler avec leur expert comptable, là, je pense qu'il y aura des opportunités pour eux afin peut-être de gagner en productivité sur la partie gestion comptable, sur les notes de frais. Et donc là, le choix de l'outil de facturation électronique sera prépondérant pour justement prendre ce virage de digitalisation de cette partie administrative. Et peut-être se consacrer un peu plus à leur domaine d'activité et moins à l'administratif que ce qu'ils peuvent faire. Mais voilà, pour parler de Number, en tout cas, nous, on est bien logés. Ça fait depuis des années qu'on est partenaire de Time et ces gains de productivité-là, on les fait déjà gagner depuis très longtemps à nos clients. Ça, c'est un argument fort en général pour un entrepreneur. Avoir plus de temps pour ses clients que sur sa partie back-office, on va dire. Pour aller en chercher, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant également. Merci beaucoup. On va tout doucement arriver vers la fin de cet échange. Il y aura quelques questions ensuite. Je reviendrai sur certains sujets. Évoquons la partie, on a parlé d'enjeux, on a parlé d'accompagnement, on a parlé d'obligation de chacun de se renseigner. Les risques, on les a un petit peu évoqués tout à l'heure sur l'aspect financier, fiscal. Est-ce qu'il y a d'autres risques pour les petites entreprises dans les semaines et dans les mois qui viennent? Je dirais au-delà du risque de ne pas choisir de plateforme. Je pense que quand même le risque principal, en tout cas sur les risques qu'on évoquait tout à l'heure, pour les petites entreprises, ça va être vraiment de ne pas désigner en septembre une plateforme. C'est vraiment le risque principal. Et disons que ce n'est pas le plus compliqué pour les petites entreprises. Donc, il ne faut pas qu'elles voient la réforme comme quelque chose de trop gros et un peu repousser l'échéance en disant non, je ne peux pas m'occuper de ça. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur, s'occuper de cette première échéance. Mais quand même avoir en tête que septembre 2027, c'est quand même proche aussi. Donc, en choisissant, je pense, la plateforme pour la réception des factures, il faut aussi quand même que cette plateforme pourra nous servir pour l'émission des factures plus tard. Il faut quand même avoir ça aussi en tête puisque ça va vite arriver. Par contre, tous les risques qu'on évoquait plus tôt sur tout ce qui est retard de paiement, contrôle de l'administration, etc., pour les petites entreprises, ce n'est pas un risque qui est vraiment pertinent parce qu'en pratique, les contrôles de l'administration se focalisent vraiment sur les grosses entreprises. Donc, effectivement, c'était pour pas trop leur faire peur avec la présentation qu'on a fait au début des très grosses sanctions à plus des milliers d'euros. Et ne risquent pas d'être vraiment concernés à ce niveau-là. Je pense que le risque serait plus au niveau relation avec les partenaires commerciaux. Si effectivement on est complètement désorganisé, qu'on n'a rien prévu, qu'ils ne peuvent pas nous envoyer de facture parce qu'on ne s'est pas du tout préparé, il peut y avoir des tensions plus au niveau opérationnel commercial, mais pas vraiment au niveau juridique en tant que tel. Et comme vous l'évoquez, l'excuse de je n'ai pas reçu la facture parce que... Oui. N'est pas une excuse. Non, c'est ça. C'est une excuse aujourd'hui d'ailleurs, mais ça ne sera pas plus une excuse demain parce qu'il y a un acteur, entre guillemets, intermédiaire qui est la plateforme. Pour rebondir sur le sujet, le vrai gros risque, en tout cas qu'on a identifié chez Time, ce n'est pas l'aspect financier pour les petites entreprises, c'est surtout l'aspect administratif. En fait, si jamais on ne choisit pas de plateforme agréée, on va être en rupture administrative, on ne recevra plus ces factures. Et donc, si on ne reçoit pas ces factures, on ne peut pas travailler. Et je prends l'exemple simple du forfait téléphonique qu'on connaît tous. Si jamais je ne reçois pas cette facture, je ne peux pas la payer. Et si je ne peux pas la payer, Free va finir par se dire, Free ou un autre opérateur va finir par se dire, ah bah, il ne paye pas, je coupe le forfait téléphonique. Et donc, on va se retrouver sans téléphone, si jamais on a des locaux, sans électricité. Et tout ça, ça va créer un vrai problème dans la gestion de notre société et dans notre activité, du coup. Dans l'exploitation directe. Exactement. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres risques dans ce que vous avez entendu, perçu, compris? J'avais peut-être une remarque. Je pense que ça revient un peu sur le sujet qu'on évoquait tout à l'heure, que les petites entreprises peuvent avoir tendance, parce que c'est notamment le cas pour nous qui sommes avocats libéraux, qui ont une propre entreprise individuelle, à vouloir garder un peu le contrôle sur tous ces sujets et avoir du mal à déléguer toute la gestion des factures, etc. Comme on se dit, on est des petites entreprises, donc on peut gérer tout seul.
Effectivement, je pense que là, ça peut être un peu un risque aujourd'hui avec ces nouvelles réformes de vouloir trop garder pour soi et de ne pas déléguer à des personnes qui peuvent s'en occuper de A à Z, en fait, qu'on propose les plateformes qui existent aujourd'hui. Donc, je pense que ça peut être un risque pour les petites entreprises. Pour le coup, ça, c'est plus dans la perception parce qu'en fait, si vous êtes manager de transition, avocat libéral, vous allez avoir, en tout cas sur Time, la possibilité de continuer à garder cette gestion. C'est juste qu'en fait, la plateforme agréée devient votre seul et unique canal d'acquisition, de réception de factures. En fait, il ne faut pas le voir comme quelque chose de très gros. Finalement, ça va remplacer votre boîte mail à l'heure actuelle, mais vous n'aurez que vos factures d'achat qui arriveront sur cette plateforme. Et du coup, en fait, ça va surtout être beaucoup plus clair parce que nous, on a aujourd'hui chez Time des clients qui nous disent je reçois mes factures via WhatsApp, via SMS, via mail, via plein de canaux différents. Demain, vous allez avoir un seul canal de réception de factures. Et donc, ça va être un gain de temps et un gain de productivité parce que pas besoin d'aller la chercher à droite et à gauche et de la télécharger sur Time. Elle y sera déjà. D'accord. Et l'autre élément aussi auquel je pense, là, vraiment purement TVA, et aussi sur ce besoin d'être vraiment conforme à partir de septembre 2026, c'est parce que donc, vous allez devoir recevoir vos factures électroniquement, en tout cas de vos fournisseurs et prestataires français. Et si jamais vous ne recevez pas votre facture, vous n'avez pas le document fiscal qui vous permet d'avoir le droit de déduire la TVA. Si ça se trouve, vous êtes en prélèvement ou peut-être que le paiement de l'achat a déjà été fait, vous n'avez pas la facture, vous n'avez pas le droit de déduire la TVA. Donc, faire bien attention d'être conforme pour être sûr de ne pas avoir de sujet de déperdition de TVA. Alors, il y a une question justement qui recoupe un petit peu ce dernier sujet, où on nous demande quand une petite entreprise s'appuie sur son expert comptable, est-ce qu'elle peut continuer à s'appuyer de façon complètement confiante et presque aveugle sur son expert comptable sur toutes les étapes qui doivent être franchies? Moi, je crois comprendre que non, dans le sens où il y a quand même un choix à faire, et ce n'est pas l'expert comptable qui va le faire. Il est partie prenante du choix. Prenante. Oui, parce que forcément, en fait, ça va impacter sa façon de produire la comptabilité. On l'a compris, on va pouvoir comptabiliser les flux entrants, les flux sortants. Et donc, forcément, nous, pour notre métier, ça va engendrer des modifications assez structurelles dans notre façon de produire les dossiers, de faire les déclarations de TVA et les bilans pour nos clients. Donc, en fait, c'est assez essentiel d'échanger avec son expert comptable pour comprendre comment il travaille et lui, quel est son enjeu pour pouvoir récupérer de la meilleure des façons tous ces flux et les traiter comptablement. Parce que pour le cabinet expertise comptable, ça va également, in fine, engendrer des gains de productivité qui va pouvoir mettre d'une part sur une baisse de prix et d'autre part sur d'autres valeurs ajoutées plus importantes de conseils et d'accompagnement. Donc, si notre client ne choisit pas notre plateforme agréée partenaire, on a, nous, un risque de perdre en productivité sur le dossier et donc de ne pas être en mesure d'avoir ces baisses de prix ou d'avoir ces valeurs ajoutées supplémentaires en termes de conseils et d'accompagnement, donc d'avoir un positionnement un peu plus premium. Donc, voilà, c'est important d'avoir un échange avec son cabinet d'expertise comptable dans ce choix-là. Et d'ailleurs, c'est le sens de ce que dit la DGFiP qui met en avant l'ordre des experts comptables, les cabinets d'expertise comptable dans la pédagogie autour de la réforme et qui incite les chefs d'entreprise à aller voir leur cabinet. C'est important le terme que tu utilises, incite. C'est à travers la question, on comprend aussi, c'est je ne délègue pas toute la responsabilité et notamment la décision à mon expert comptable. En revanche, je travaille avec lui, il va être un très bon conseil dans le processus. Très bien. On est une petite entreprise et on travaille en interface avec une PME qui n'est pas concernée pour l'émission. Ça veut dire que le lien avec cette entreprise ne sera en émission de facture qu'en septembre 2027. Tout à fait. C'est bien ça. Voilà, je confirme, une question, je préfère vous la poser. Alors, les questions sont sur des sujets assez diversifiés, donc je vais les prendre au fur et à mesure. On nous dit que ce n'est pas une question de pédagogie, mais aussi de formation des équipes. Pensez-vous que les entreprises dégageront des budgets de formation sur ce sujet de la facture électronique, dans ce que vous entendez?
C'est une super question. Est-ce que les Merci Françoise. Merci Françoise, très bonne question. Non, est-ce que les grandes entreprises, parce que je pense que quand on est une petite entreprise, on ne va pas forcément allouer de budget pour comprendre cette réforme. C'est plus une question de temps, mais comme le dit Laurent, on met des webinaires en place, nous. Ça nous prend en règle générale 40-45 minutes, 1 heure quand on répond aux questions pour expliquer cette réforme. Il ne faut pas la voir comme quelque chose de très gros, hein. En 1 heure, on peut avoir largement dégrossi et compris le sujet. Donc, je ne suis pas sûr que les grandes entreprises aient besoin d'allouer un budget pour former les gens sur la réforme de la facturation électronique, car on va utiliser des outils qui seront conformes. Et donc, pour le collaborateur qui fera des factures, pour lui, il ne verra même pas le changement, en fait, même s'il n'est pas informé. D'accord. Alors, si je peux, Allez-y, mais je vous en prie. je pense effectivement que niveau petite entreprise, ce serait pas vraiment pertinent d'allouer un budget, puisque ce seront des petites entreprises où on est parfois seul ou pas nombreux. Donc là, on peut vraiment s'informer. Effectivement, les webinaires, c'est une très bon moyen de s'informer. Et il y a aussi beaucoup de lignes directrices, de FAQ sur les sites officiels. Donc, il y a quand même de quoi s'informer. Il faut juste prendre le temps de le faire. Par contre, au niveau des grosses entreprises, quand même, je pense qu'en plus de budget, souvent, que c'est important, on dit tout à l'heure, d'allouer un budget pour les formations des équipes, parce qu'il y a quand même un risque, notamment de parler de tout ce qui est retard de paiement, de mauvaise gestion des plateformes, de mal utiliser les statuts, etc. Ça peut être quand même utile, selon moi, de former les équipes sur ces sujets. Et puis ça peut être lié aussi à la volumétrie. C'est ça. C'est des enjeux différents, des sanctions à la clé plus importantes. Donc, pour moi, c'est important quand même de former sur ces points-là. On avait une question, alors je vais y répondre en même temps parce que je pense que les éléments ont été évoqués, une question sur l'accompagnement justement des petites entreprises à la mise en œuvre. Alors à la décision, on l'a évoqué, mais à la mise en œuvre, vous avez évoqué le fait que vous étiez le bras armé quelque part de la mise en œuvre et vous simplifiez au maximum le processus pour que ça dégage du temps même, hein, voire même de l'argent, hein, puisqu'on a compris que la productivité que vous allez gagner, vous allez pouvoir la retranscrire à vos clients. Je suis Exactement. intéressé parce que je suis... Alors, justement, il y a une question qui arrive derrière sur la question du coût. Le coût d'une plateforme aujourd'hui. Alors, de façon globale, hein, l'objectif n'est pas de sortir les tarifs, mais globalement, le coût d'une plateforme aujourd'hui pour une petite entreprise qui va devoir prendre la décision. Eh ben, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 150 plateformes agréées et l'État n'a pas mis de prix en fait, sur cette plateforme agréée. Et donc, c'est aux éditeurs de logiciels comme Time de mettre leur prix. Et les prix peuvent varier du coup en fonction des plateformes agréées. Chez Time, elle est gratuite. Elle est mise à disposition gratuitement. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si jamais on prend une plateforme agréée, que peu importe l'éditeur de logiciel, c'est toutes les mêmes. Elles font toutes la même chose. Par contre, certains éditeurs de logiciels vont vous mettre la plateforme agréée à 20 € en disant qu'il y a des fonctionnalités en plus. D'accord. Mais en fait, la plateforme agréée, elle fait la même chose que la plateforme agréée de Time. C'est juste que chez Time, typiquement, on a mis de manière gratuite, en illimité, que ce soit en réception ou en émission, notre plateforme agréée. Et si jamais on veut des fonctionnalités supplémentaires, comme donc on en a parlé, le compte professionnel, l'assurance, et là, on va engager des frais supplémentaires, donc sur des offres payantes, mais la plateforme agréée restera la même que vous soyez sur l'offre payante ou sur une offre gratuite. Mais si on reste dans l'univers de la facture électronique, on sort de ces offres complémentaires qui sont tout à fait à disposition des clients. Très bien. Une question alors qui ouvre le champ, je ne m'attendais pas à cette question-là venant des petites entreprises. La convergence dans le périmètre de l'Union européenne sera-t-elle plus que technique une convergence d'uniformisation des systèmes fiscaux? Est-ce qu'on va, avec cette facture électronique qui est déjà présente dans d'autres pays européens, on parle de la Belgique notamment, mais il y en a d'autres, est-ce que vous, qui êtes, j'espère, je pense, spécialiste dans le sujet, est-ce que ça va vers une harmonisation des organisations fiscales et notamment du sujet de la TVA, hein, qui est inhérent au sujet de la facturation électronique? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en savez? Alors, pour le moment, ce qu'on voit, c'est en effet, il y a le développement de la facture électronique dans plusieurs pays à l'échelle européenne, mais chacune suit sa propre mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes niveaux de mise en place, les mêmes demandes. Par exemple, on se rend compte que la réforme française, c'est la plus compliquée à mettre en œuvre.
C'est celle qui est la plus exigeante. Il y a la facture électronique, il y a le e-reporting, là où certains n'ont que la facture électronique, par exemple. Donc, chacun, pour le moment, a sa propre réforme à son niveau national. Mais après, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est une réforme qui est mise en place parce qu'il y a cette réforme au niveau européen, de la réforme de la directive VIDA, qui va s'appliquer à partir de 2030. Mais cette réforme VIDA, elle va ne s'appliquer que sur les flux internationaux au niveau européen. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les flux de livraison intracommunautaire de biens vers des clients dans l'Union européenne, les prestations de services dans des clients européens sont soumis à une obligation de reporting en France. Demain, il y aura une obligation également un peu plus poussée pour aller vers un système de facturation. Et donc, à ce moment-là, une interopérabilité au niveau européen pour ces flux-là. Mais pour le moment, il n'y a rien qui est dit au niveau national et flux notamment franco-français, par exemple. Pour le moment, ça va rester vraiment au niveau national. Ce qui est déjà un beau chantier. Hein. Ce qui est déjà un très on entend beaucoup parler, comme chaque sujet qui arrive, hein, quand les dates arrivent, ça devient plus prégnant, on se rend compte qu'on n'a pas forcément beaucoup de préparation. Hein. C'est quand même un peu le sujet général de cette table ronde. Hein. On a un niveau de préparation qui est assez faible côté entreprise. Avec des différences potentiellement entre grandes et petites, bien que environ 20% des entreprises qui sont vraiment dans une démarche active et qui ont choisi leur plateforme, c'est très peu, à 3 mois de l'échéance. Mais on va vers quelque chose qui va simplifier normalement un certain nombre de process, même si l'approche est plus complexe pour la mise en œuvre en tout cas. Très bien. En guise de conclusion, est-ce que vous souhaitez ajouter une information, un élément, poser une question peut-être? Non, peut-être pour conclure, c'est vrai qu'on a parlé de pénalités, de risques, mais il faut surtout voir ça comme une opportunité, je pense, pour les entrepreneurs et qui plus est pour les petites entreprises, une façon de se professionnaliser dans un premier temps. Vous évoquiez le chiffre de 35% des managers de transition qui faisaient eux-mêmes leur facture sur un Word ou sur un Excel. Là, l'idée, c'est d'avoir un outil professionnel, respectant toutes les normes liées à une facture. Ça évite aussi les risques de calcul sur le montant de TVA facturé. Voilà, c'est dans un premier temps une façon de se professionnaliser, de se digitaliser avec des outils qui vont faire gagner en productivité au quotidien dans la gestion d'entreprise. Donc, voilà, il y a des risques évoqués, il faut se mettre au courant de cette réforme, mais il faut le prendre comme quelque chose de très positif, une opportunité pour tous les entrepreneurs, y compris les petits, d'être plus professionnels sur la partie administrative. Ça, finalement, c'est une mise en place qui peut faire peur. Oui. Justement, c'est une réforme qui est complexe en France. Donc, il faut vraiment pouvoir rentrer, se mettre en conformité et voir vraiment sur le long terme, avec toute cette automatisation des flux qui va être simplifier la vie des entreprises, peu importe le niveau de l'entreprise, petite ou grande. Voilà, il faut juste passer le cap de la mise en place voilà, pour être sûr d'être conforme. Très bien. C'est bon pour moi. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. J'espère mais vous y avez réussi à dédramatiser peut-être le sujet pour un certain nombre qui ont besoin d'informations. Ça leur a donné des idées. Ils vont creuser, ils vont avancer et ils seront tous opérationnels au 31 août en fonction de la taille de l'entreprise qu'ils ont à piloter. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Merci.